Bonjour et bienvenue sur Fulguropop pour un nouvel épisode d'un podcast consacré aujourd'hui à la série Star Wars The Mandalorian sur Disney+. On est donc après l'épisode 13, le chapitre 13 sur la diffusion française et internationale, vu que maintenant c'est synchrone cette année, c'est formidable. Donc on en profite avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Et Guillaume qui nous fait aussi l'amitié d'être là pour parler de Mandalorian. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de The Mandalorian. C'est cette série qu'on avait déjà un peu disséquée au début de la diffusion américaine l'année dernière et qu'on reprend donc avec un petit décalage temporel d'une saison et quelques épisodes pour refaire le point sur comment s'est évolué la série, comment les personnages ont évolué, est-ce que les promesses ont été tenues par rapport à ce qu'on pensait et quels sont les mystères qui nous attendent encore et ce qu'on a pensé bien entendu de la grosse dose de fanservice que donne Jon Favreau et Dave Filoni depuis maintenant une saison et demie sur cette série. Alors c'est parti, on commence peut-être par vous demander votre avis là, avec au bout de 13 épisodes sur la façon dont vous voyez la série, dont vous l'appréciez peut-être ou ce que vous appréciez moins. Antoine, on commence par toi par ordre alphabétique. Bon, bah, moi je suis toujours aussi ravi et comblé par cette série au niveau visuel, vraiment, parce que esthétiquement, voilà, on est dans du western, on est dans des personnages badass, dans du jeu de rôle. Donc voilà, je retrouve toute une atmosphère que je croyais plus voir dans des Star Wars. Et puis on s'éloigne aussi de la famille Skywalker, encore que, bon, j'ai l'impression qu'on va s'en rapprocher quand même tout doucement, puis qu'on va essayer de boucler des boucles. Donc ça me fait toujours un petit peu peur. Ça me fait un petit peu comme avec Rogue One où j'avais l'impression d'être transporté sur d'autres choses. C'était très sympa. Puis la fin m'avait un petit peu, si vous vous en souvenez, m'avait un petit peu perturbé quand même. Bon, là voilà, je suis toujours voilà bien agréablement surpris. Même si, mais on en reparlera. Hein, scénaristiquement, bon bah c'est très pauvre. Hein, c'est des épisodes de Lucky Luke. C'est toujours, tiens, je poursuis une quête, mais en fait, je suis tout le temps perturbé par des quêtes secondaires, y compris dans les tout récents épisodes où on a l'impression que ça s'agite un peu plus. En fait, c'est toujours les mêmes ressorts. Et puis, le petit écueil aussi, c'est sur cette deuxième saison, ce qui se démarque beaucoup de la première, je trouve, c'est toujours un peu plus avec le The Child, hein, bébé Yoda, où on a découvert un bon filon sans mauvais jeu de mots, et on l'exploite. Et c'est vrai que quand je veux, par exemple, donner envie à quelqu'un de regarder la série, je dis bah c'est un être vert qui bouffe les œufs d'une grenouille ou qui bouffe des macarons en classe. Comment dirais-je, ça fait plus trop Star Wars, quoi. Voilà, résumé sous cet angle-là. Et j'ai des amis, leurs gamins de 7, 8 ans adorent, mais adorent quoi? Bébé Yoda et puis le Mandalorien qui fait tout péter avec son truc dorsal, quoi. Voilà. Donc vraiment dans les grandes lignes, ouais, je suis agréablement surpris. Maintenant, c'est pas la série du siècle, c'est pas il y a des séries qui font plus palpiter. Là, je suis en train de regarder The Crown, par exemple. Franchement, en termes de scénario, bon, enfin, vous me direz, c'est l'histoire de l'Angleterre, donc, mais c'est quand même un peu plus rocambolesque que le Mandalorien. Voilà. Assez bien résumé. Et puis félicitations pour le côté éclectique de tes choix de série, Antoine. Merci. Guillaume, de ton côté. Moi de mon côté, alors moi c'est une série que j'apprécie beaucoup. Alors, effectivement, il y a des petits problèmes de narration. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus ambitieux, mais ça fait aussi du bien d'avoir quelque chose de simple et plutôt pas mal fichu. Je trouve qu'il y a un tout petit changement au niveau du fan service sur la saison 2 que je trouvais un peu moins présent sur la première. Il y en avait beaucoup sur la première. Mais là, j'ai trouvé, surtout avec le premier épisode de la saison 2, là, c'était très, 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 très appuyé. Et puis, il y a beaucoup de personnages qu'on connaissait, qui reviennent. Donc, ça peut-être joue avec cet aspect-là. Bah, globalement, moi, donc ça fait un an, hein, que ça a commencé, The Mandalorian. C'est quand même un très, très bon moment. Et puis, le côté, un épisode par semaine, bah, c'est vraiment cool, hein. Ça rappelle,
un peu ce qu'on avait il y a 20 ans, c'est-à-dire on était obligé d'attendre, on ne pouvait pas avoir tout binge-watcher d'un seul coup, pardon. Oui, ça c'est bien. Sur ça, c'est cool. Sinon, effectivement, au niveau scénario, au niveau même au niveau de la durée, ça peut pas rivaliser avec beaucoup de séries, mais bon, pour un fan de Star Wars, c'est quand même quelque chose d'inespéré d'avoir cette fameuse série live dont on entendait parler depuis, je sais pas, ça fait depuis 20 ans qu'on entend parler de ça. Ça y est, Mm. elle est enfin là. Et je suis quand même très attaché au personnage du Mandalorien, que je trouve badass, mais qui a des petites faiblesses, et c'est ce qui je pense, le trouve plus attachant. Ça m'aurait un petit peu, ça m'aurait pas trop plu si en fait à chaque fois il réussissait sans problème tout ce qu'il entreprenait. Et j'ai senti en fait derrière cette série des espèces de fantasmes de gens qui ont grandi avec la trilogie et que je pensais être les seuls à avoir. Et en fait, je me suis aperçu que non. Notamment le deuxième épisode de la saison 1, tout le passage avec le Sandcrawler et les Javois qui sont ultra relous à piquer les pièces du Razor Crest et même le Mandalorian qui est un brin violent à shooter du Jawa tranquillement. Ça fait pas très série tout public. Et c'est des trucs que je m'imaginais gamin en fait, de voir les Jawa faire chier tout le monde sur la planète où ils étaient et piquer tous les trucs et se barrer avec. Donc j'étais content en fait de voir qu'il y avait des gens qui partageaient ce genre de petites idées qu'on s'était fait sur ce que pouvait y avoir en dehors des films en fait. Et autre petit côté très plaisant, mais j'ai l'impression, comme dit Antoine, qu'on va s'en rapprocher, c'était surtout que ça sortait de personnages qu'on connaissait, surtout de la saison 1. Et là, avec la saison 2, avec le retour d'Ahsoka, ça nous remet un peu plus dans le Star Wars qu'on connaissait, quoi, dans les personnages connus. Et là, c'était cool, en fait, d'avoir quelque chose qui sortait de la famille Skywalker, s'en éloignait des personnages qu'on avait l'impression de connaître, mais en même temps qu'on ne connaissait pas et qui étaient loin du petit cercle Skywalker et de Empire, etc. Voilà. Julien, je te repasse la parole. C'est gentil, merci. Moi, je Ouais. partage votre avis sur le scénario, sur les faiblesses qu'on a pointées assez tôt dans nos échanges sur cette série. Mais c'est vrai que c'est toujours super plaisant à regarder. Graphiquement, c'est d'une beauté. On voit bien que le fait de se passer du fond vert apporte beaucoup avec la technologie LED à l'immersion dans la série. Il y a des décors vraiment somptueux. J'ai l'impression aussi qu'ils ont eu recours à quelques maquettes physiques pour les vaisseaux, ce qui est pas plus mal non plus. Moi je suis assez d'accord avec vous sur le côté western, le côté éloigné un peu de la famille Skywalker qui fait du bien et qui permet d'éviter les écueils dans lesquels sombre notamment la nouvelle trilogie ou certains supports. Moi je suis assez comment dire, je suis assez partagé sur le personnage de Din Djarin. Je ne sais pas comment il ferait pour survivre 5 minutes sans une armure en Beskar, quoi. C'est pas un nombre de shoots, mais c'est impressionnant. Genre, c'est un peu son totem d'immunité, l'armure en Beskar. Je trouve que, et puis j'ai vraiment eu très peur au début de la saison 1, de la saison 2, avec le retour sur Tatooine et le passage avec Le vert. Boba Fett. J'étais Ah oui. très ouais. Alors là, c'était très inquiet. Et puis non, j'ai vraiment, enfin, je me suis vraiment posé des questions sur où allait la série. Et je me demandais même pourquoi il était retourné sur Tatooine pour chercher des Jedi. Enfin bon, c'est parce qu'on lui demande d'aller il a une mission, c'est d'emmener l'enfant à des Jedi. Il dit tiens, je vais chercher d'autres Mandaloriens. Où est-ce qu'il y a un autre Mandalorien? Enfin, et après il tombe sur un autre Mandalorien qui finalement n'est pas un Mandalorien, qui lui dit de retourner. Et finalement, il y a quelqu'un d'autre qui lui dit mais moi je connais peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et là, il tombe sur des Mandaloriens qui connaissent finalement un Jedi. Enfin, la probabilité pour qu'ils tombent sur deux autres Mandaloriens alors qu'ils ont tous été massacrés selon l'histoire précédente est assez faible.
qui tombe sur un faux Mandalorien, qui le met sur une nouvelle piste, et que la meuf de l'astroport où il a atterri une saison plus tôt connaisse quelqu'un qui aurait pu avoir un indice, et que cette personne soit en plus Bo-Katan, c'était vraiment... Enfin bon, moi j'ai trouvé que les ficelles étaient un peu grosses, ça m'a un peu saoulé, mais bon, enfin, c'est vraiment plaisant à voir, quoi. Enfin, Bah, et puis l'épisode Julien, 3 m'a un peu pour rebondir, ouais. Non, vas-y, Vas-y, excuse-moi, je t'en t'as prie, pas fini. vas-y. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est des ficelles énormes, mais en même temps, je trouve que c'est tout à fait du Star Wars, c'est-à-dire que c'est ce qu'on attend aussi finalement, et ça fait partie du fan service. Ce qu'on attend d'un Star Wars, c'est ça, et je retrouve un peu, je me répète, hein, c'est ce qu'on avait dit lors du premier podcast, l'esprit role-playing, quoi. C'est-à-dire, sur un coup de dé, bah, on croisait, si le maître du jeu était un peu sympa, il nous faisait croiser Yann Solo, qui nous donnait une tape dans le dos, et puis on repartait à l'aventure. Enfin bon, on croise toujours la petite histoire et la grande histoire. Alors c'est vrai que ça fait un peu trop téléphoné. Là, on croise Boba Fett, mais finalement, est-ce qu'on va le revoir? On ne sait pas trop. Une petite musique bizarre, et puis voilà. C'est toujours croiser des personnages complètement vus ailleurs. Alors moi je précise, je connais pas du tout, ou très très mal, vraiment très très mal, Clone Wars et Rebels. Donc pour moi, ils croisent des personnages. Ah oui, tiens, ils sont connus, mais finalement, Rey dans le Réveil de la Force, c'est pareil. Au bout de 3/4 d'heure, elle est dans le Faucon Millenium avec Yann Solo. Bon, donc on retrouve vraiment toujours un peu les mêmes ficelles de Star Wars, et il faut toujours se raccrocher. C'est ce que je disais, je crois, dans un commentaire. Heureusement que George Lucas a inventé Tatooine, parce que finalement, cette planète, les planètes désertiques en général, enfin, si tant est qu'on puisse dire que ce soit George Lucas qui l'a inventé, parce que finalement, c'est Dune, c'est l'univers de Dune, hein. Il y a même un épisode sur un ver des sables, quoi. Donc, avec les Tusken, qui à un moment, je n'ai pas bien revu, au moment où ça repasse en IMAX, là, j'ai l'impression qu'ils mettent un espèce de, vous savez, l'espèce de truc qui torpille le sol là pour attirer le verre, en fait. Ah, l'espèce de Thumper, là, de Thumper, ou je sais Ouais, plus comment ils s'appellent ça, ouais, dans Dune. comme dans Dune, exactement comme Ouais, dans c'est ça. Dune. Donc bon, voilà, c'est bourré de références quand même, planète désertique. Star Wars, c'est rare, hormis les deux épisodes de l'aventure des Ewoks qui se passent en forêt, sinon, que j'aime beaucoup, hein, d'ailleurs. Il en faut On bien, vient. hein, il en faut bien. Ouais, je sais. On- je défendrai bec et ongle ces deux épisodes. On retrouve quand même toujours, voilà, les mêmes ficelles. Ça choque pas. C'est plus le côté. En fait, voilà, ce qui me gêne plus, c'est le côté finalement, chaque épisode se suffit à lui-même. À chaque fois, il y a un début, un milieu, une fin. Mais il n'y a pas vraiment de. Enfin, si on n'a pas vu l'épisode précédent, la preuve, j'ai pas vu Rebels et Clone Wars, ça gêne pas, quoi. C'est à la fois une qualité et un défaut, je trouve. Mais tu vois, cet aspect-là me gênait moins jusqu'à l'épisode 1-2 de la saison Oui, 2, où j'ai vraiment eu l'impression que la quête de l'épisode 1 enfin, n'avait même pas de sens. En fait, il aurait dû s'arrêter là, demander si quelqu'un connaissait un Mandalorien, et repartir directement. oui. Ne serait-ce qu'il aurait, bon, il aurait pas dans sa remorque, dans sa besace, l'armure de Boba Fett, mais ça aurait rien changé parce qu'on la voit pas après. Mais bon, c'est juste cette impression qui a été un peu renforcée par ce début de saison qui m'a un peu fait peur. Et puis l'arrivée sur Trask, je crois, dans l'épisode 3, dans l'épisode 4, m'a un peu réconforté. Et Hmm. le passage full Clone Wars et full Rebels avec Bo-Katan, avec le croiseur, enfin pas le croiseur, le Gozanti, c'est ça, croiseur Hmm. Gozanti, qui décolle, et tout l'épisode est vraiment très sympa, et Hmm. m'a bien fait plaisir, et m'a mis un peu en bouche pour me dire, tiens, on va enfin voir Ahsoka Tano, ça valait le coup de croiser Bo-Katan. Euh, et puis, euh, et puis l'épisode 4 a un peu temporisé ça avec des réparations, avec l'école et les macarons. Ouais, Ouais. mais on a eu une belle Et, base impériale, on a des beaux trucs. Enfin, je trouvais que franchement, moi, je regarde ça sans déplaisir, et toujours avec autant de soucis de regarder où est-ce que je peux voir un petit clin d'œil. C'est toujours un super plaisir. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Clone Wars et Rebels, enfin, plus Rebels que Clone Wars, mais
J'ai trouvé que c'était un peu, de toute façon, on s'y attendait à ce que Filoni recycle ses recettes Mm. de ses séries dans cette série-là, et c'est plutôt bien fait. Et c'est une vraie claque visuelle. Moi, je suis client à 100%, il n'y a pas de problème. Alors, les clins Après, d'œil, pour les ok. clins d'œil que Par j'ai contre, appris, encore une fois, ouais, raccrocher tous les wagons, notamment les midi-chloriens, là, ouais. moi, ça me fait un peu peur quand même. Ça, le musique rien, le E5, le compte M m'a fait frémir, hein, Ouais, quand ouais, ils ouais, ont ouais. Du moment que ça qui en reste que comptait les là, midi-chloriens dans les clones. ça ira. Si on va pas plus Non, loin que mais ça devrait aller. si on va pas plus loin que ça. D'ailleurs, ça nous amène ça nous amènera peut-être dans un deuxième partie à évoquer les théories dans une deuxième partie du podcast, parce qu'il y aura, il y aura beaucoup à dire sur ce qu'on peut imaginer de la suite. Parce que là, je pense qu'ils sont partis pour nous faire plaisir, et pour en même temps peut-être hérisser le poil à pas mal de monde. Euh, les compères à la tête de la série. En tout cas, c'est un vrai sujet, cette série. Il y a de tout là. Franchement, il tape sur tout le monde. Moi, il y a un truc, franchement. Alors, s'il y a un truc que je supporte pas dans cette série, c'est qu'ils arrivent à te mettre des Jawas dans toutes les planètes, alors qu'on n'en a jamais vu que sur Tatooine pendant tous les films et tous les autres trucs. Mais je sais pas comment il a fait. Il y a au moins 3 planètes où il y a des Jawas dans cette série. C'est pas possible, quoi. Ouais, ils ont le droit, ils ont pas que à faire chier les habitants de Tatooine, ils peuvent faire chier les autres pays, quoi, Oui, les autres planètes. mais ils sont Moi, tous décédés 5 ans après Tatooine, après la bataille d'Endor, il y a d'émigrés, quoi. Mais c'est comme je te disais, en fait, je pense que je fais partie des gens qui ont été marqués par les Jawa gamins, et je pense que je suis pas le seul, en fait. Je pense que c'est comme Ouais. ça qu'ils en foutent partout, en fait. Mais en fait, on retrouve un esprit vraiment, je trouve, très, très ludique. C'est-à-dire que quand vous étiez gamin, les Jawas, vous les aviez en figurine. Et moi, je me souviens de publicités de catalogues de jouets où ils reconstituaient la base de Hoth. Il y avait des Jawas dessus, quoi. Voilà. C'était n'importe quoi, mais ça faisait rire. Au moment du retour de Jedi, il y avait des Jawas sur Tatooine, enfin sur Endor. Et là, bon du coup, ils recyclent, ils ressortent un Jawa, ils mettent des yeux rouges, off-world. Et puis, je crois que du coup, quand on revient sur Tatooine, du coup, ils ont de nouveau les yeux rouges, alors qu'ils sont Oui, censés les avoir en dehors de la planète Tatooine. Enfin bon, donc, c'est mystère, mais ça. c'est pas grave, c'est pas, enfin, c'est moins grave que le mec en jean dans le plan là. Vous avez vu ça? Qui a été édité, a priori, sur la nouvelle version. Oui, il n'existe Ils ont plus. Il coupé. n'est pas resté Ah très longtemps, lui. merde. Ah, j'ai oublié de Ouais. faire la capture d'écran. Bon, tant pis. Il a été Bon, effacé. il Bon, y en a t'inquiète, plein sur Internet, t'en d'autres fais sont pas. rechargés, t'inquiète pas. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis là, Antoine. Enfin, je trouve ça assez génial, le point que tu fais là sur le Jawa et les jouets quand on était gamin. Parce que c'est vrai que quand tu avais 10, 10 personnages, tu les mettais tous quand tu jouais. Bah oui, ouais, Même quand tu avais un moi je me Jawa souviens tu quand obligé de j'ai jouer reçu le Faucon Millenium, je mettais tous les personnages dans le Faucon Millenium, quoi. Et finalement, Filoni il fait la même chose, c'est-à-dire que enfin, pardon, oh là là, l'erreur. Euh, Favreau, il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il s'amuse, il a des personnages, il s'interdit rien. Il y a un Mon Calamari avec un espèce de pull tricoté par sa maman. Enfin bon, je sais pas si vous avez vu ça, le The pull Captain vert. Iglo, là. Ah, bah, C'est ouais, Ah, c'est marin pêcheur, là. mais c'est énorme, c'est énorme. moi, c'est Ce ce qui qui m'a vendu me... l'épisode, hein. De remettre des Mon Calamari, moi, j'étais heureux. En plus, ouais, Et des Quarren en même temps. en pull dégueulasse, comme tu disais, et des Quarren, et l'espèce de cantina, là, avec l'espèce de bouillie qu'on te sert dans un tuyau, là, le truc est immonde, c'était vendu pour moi, là. Alors que dans la Mais- bande-annonce, j'étais pas convaincu parce que l'aspect, on voyait des images du bateau, là, et je trouvais ça très bizarre, en fait, dans un Star Wars. Et Ouais, au mais final, l'épisode est ultra ça cool. passe bien, ça passe bien. Puis ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ces petits plaisirs. On s'interdit rien. On prend un réacteur d'une course de pod et puis ça devient un vaisseau où il y a un mec qui monte dessus. Enfin, mais voilà, c'est ce côté complètement barge où on a l'impression on faisait un peu on faisait un peu la même chose avec nos jouets, avec les jeux de rôle. Voilà, il s'éclate, à certains moments, on a l'impression qu'il se prend pas la tête, et puis à d'autres, on est un peu plus inquiet.
Mais non, franchement, c'est une réussite à ce niveau-là. Alors, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, Antoine, sur le fait que Filoni et Favreau sortent les jouets et refont nos tripes des années 80. Il se trouve que mardi, donc quelques jours après l'enregistrement du podcast qu'on fait aujourd'hui, et probablement avant la sortie sur le site du podcast, a été publié un article que j'ai fait sur Dave Filoni et les jouets. Ah, Et le fait Ah, que dans ses dessins animés, dans Rebels et même dans The Mandalorian aussi, vu qu'il est aussi coproducteur et co-showrunner avec Jon Favreau, il a récupéré plein d'éléments qui correspondent à des jouets Kenner, que ce soit ouais. l'esthétique des personnages itoriens, de Ponda Oui, les monstres de Baba. la cantina, là. Oui, oui, oui. Exactement, Grido, il a pris le taille avec les ailes courtes de Kenner. Il a pris l'Imperial Troop Transport de Kenner qui n'était jamais apparu avant d'être dans Rebels dans un format canon. Hmm. Et il l'a mis à la fois dans Clone Wars, dans Rebels et dans The Mandalorian, tous ces trucs qui viennent de Kenner en fait, et de la façon dont Kenner avait perçu les personnages et créé les personnages en jouets en 78, 79 et puis encore jusque tout début des années 80. Et ça, Ouais, mais je là, trouve ça ça va dingue. plus loin parce que c'est pas de l'anime numérique, c'est vraiment. Et puis là où je trouve que ça va plus loin avec Favreau, c'est que bon, déjà c'est en live, mais c'est pas seulement les jouets, c'est aussi le scénario qui s'interdit rien, quoi, euh, qui s'interdit rien, mais pas non plus comme Ryan Johnson qui ne respecte rien. C'est-à-dire que on sent que il faut que ça tourne quand même autour de ces deux personnages là, du Mandalorien et du Child, qui sont quand même un peu les liens avec l'univers Boba Fett d'un côté et puis les Jedi, la Force de l'autre. Voilà, c'est un nouveau socle autour duquel il bâtit un univers assez bon, qui reste quand même cohérent avec ce qu'on a vu, quoi. On va pas repartir sur les derniers Jedi, mais les derniers Jedi, bon, moi j'avais beaucoup aimé, mais les derniers Jedi, ça partait vraiment dans tous les sens, mais littéralement. Là, encore une fois, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est de vouloir à tout prix, peut-être tôt ou tard, raccrocher les wagons pour quelle raison, je ne sais pas trop d'ailleurs, pour que Lucas ne déjuge pas l'œuvre, ce qu'il est loin de faire d'ailleurs, que ça réhabilite épisode 1, 2, 3, c'est ce qui me fait un petit peu peur, et que ça légitime aussi les trois Disney Skywalker. Voilà, c'est peut-être un peu la petite trouille que j'ai. Mais bon, on verra. Hein. Je pense que tu as raison d'avoir peur, mais que ça ne va pas y couper. Et que le fait que ça soit un des rares médias canons qui se passe entre Retour du Jedi et le Réveil de la Force, c'est pas anodin parce que tu as besoin de. Ils ont donné des pistes, Disney et Lucasfilm ont donné à travers des œuvres désormais canons, soit dans les romans, dans les jeux vidéo, des pistes sur la façon dont on arrivait au premier ordre. Ouais. Là, on marche un peu plus dans ce sens-là aussi, et je pense que c'est un des objectifs de la série, c'est de donner des clés de lecture, parce que ce qu'on reproche d'ailleurs beaucoup aux films de Ryan Johnson, comme ceux de J.J. Abrams, mais Ryan Johnson, je pense que c'était le pire, c'est de reposer une bonne partie de l'intrigue sur des éléments extérieurs au film en lui-même. Et donc, ces réponses-là, il faut les voir dans tel support annexe. Bon, ce qui est pas sont pas les seules œuvres à le faire, hein, mais c'est vrai que ça a souvent été reproché par des gens qui considéraient qu'un film doit être une œuvre en soi et que tu n'as pas besoin d'aller consulter 4 comics et 2 romans et une série télé pour savoir ce dont a parlé le personnage à ce moment-là, ce qui se défend. Mais voilà, moi je pense que ça va être